On a tous en tête ces images, des foules immenses qui manifestent, des gens qui se mobilisent pour une cause. C'est impressionnant, non? Et pourtant, si on y réfléchit 2 minutes, d'un point de vue purement logique, eh bien, ça ne devrait presque jamais arriver. C'est un vrai casse-tête, un paradoxe. Et aujourd'hui, on va justement explorer ensemble pourquoi, contre toute attente, on finit par agir collectivement. Voilà la question qui fâche. Pensez-y, si une grève permet d'obtenir une augmentation de salaire pour tout le monde, pourquoi se fatiguer à y participer? On pourrait tout simplement rester chez soi, attendre que les autres fassent le boulot et quand même toucher la prime. C'est la fameuse logique du passager clandestin. Et c'est de là que tout part. Alors ce paradoxe, il est vraiment au cœur de notre sujet. Si on arrive à comprendre pourquoi cette logique qui semble imparable est en fait déjouée tous les jours, eh bien on aura accompli quelque chose de fondamental sur le fonctionnement de nos sociétés. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez simple, mais redoutable. Pour chaque personne, le calcul le plus rationnel semble être de laisser les autres prendre les risques, payer de leur temps, de leur énergie, tout en espérant, bien sûr, profiter des bénéfices si ça marche. Le problème, c'est que si tout le monde raisonne comme ça, eh bien, plus rien ne se passe. C'est la paralysie totale. Non, bien sûr que non. Si cette logique était toujours suivie à la lettre, il n'y aurait jamais eu de grands mouvements sociaux, jamais de changements majeurs obtenus par la lutte. L'histoire nous prouve le contraire tous les jours. Alors, comment on explique cette contradiction apparente? C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Alors comment on sort de ce piège logique? La première grande idée nous vient du sociologue Mancur Olson. Pour lui, la solution est simple. Il faut changer les règles du jeu. Il faut modifier le calcul coût-bénéfice de chacun. Et pour ça, il a un outil génial, ce qu'il appelle les incitations sélectives. L'idée, c'est de faire en sorte que participer devienne, soudain, le choix le plus malin. Et comment ça marche, ces incitations? En gros, il y a 2 grandes familles. D'un côté, on a les incitations matérielles, des avantages très concrets, du tangible, qu'on réserve uniquement à ceux qui participent. Et de l'autre, il y a les incitations symboliques. Là, on touche à autre chose, le prestige, la reconnaissance sociale, le statut. Pour que ce soit bien clair, prenons des exemples. Une incitation matérielle, ça peut être une assurance santé offerte par un syndicat, mais uniquement à ses adhérents. Ou encore un accès prioritaire à certaines promotions. D'un coup, ne pas participer, ce n'est plus un calcul neutre, ça veut dire renoncer activement à des avantages bien réels. La logique du passager clandestin commence à vaciller. Et attention, ça ne marche pas qu'avec la carotte. On peut aussi utiliser le bâton. L'idée, c'est de rendre la non-participation coûteuse. Comment? Ça peut être la pression sociale des collègues, une réputation de profiteur, ou même des conséquences plus directes sur sa carrière. Bref, rester à l'écart a un prix, et ce prix entre dans le calcul. Mais on ne peut pas tout réduire à un simple calcul matériel. L'être humain est bien plus complexe que ça. Et ça nous amène à la deuxième grande clé pour comprendre l'engagement, les récompenses qui ne se comptent pas, celles qui sont purement psychologiques et personnelles. En fait, si tout n'était qu'une question d'avantages matériels, on passerait à côté de l'essentiel. Le truc, c'est que l'acte de s'engager est en lui-même une forme de récompense. Ça permet de mettre ses actes en accord avec ses valeurs, de développer de nouvelles compétences, de gagner la reconnaissance des autres et surtout de renforcer sa propre estime de soi. C'est ce qu'on appelle des rétributions symboliques et c'est incroyablement plus sain. Cette phrase résume parfaitement l'idée. S'engager, ce n'est pas juste se battre pour une cause qui nous dépasse. C'est aussi un moyen de se construire soi-même, de s'affirmer, de trouver sa place. Participer répond à un besoin humain fondamental de sens et de reconnaissance. D'accord, donc on a les incitations matérielles et les récompenses symboliques. Mais même avec tout ça, un mouvement peut très bien ne jamais décoller. Il manque une 3e pièce au puzzle, une pièce absolument cruciale, le contexte. Pour qu'une petite étincelle se transforme en incendie, il faut que les conditions extérieures soient réunies. C'est ce que les spécialistes appellent la structure des opportunités politiques. En clair, ça veut dire quoi? Eh bien, premièrement, est-ce que le système politique est ouvert ou complètement fermé? Est-ce qu'il y a une oreille pour écouter? Deuxièmement, y a-t-il des alliés possibles au sein du pouvoir? Des divisions à exploiter? Troisièmement, le cadre légal est-il favorable? Le droit de grève, par exemple, ça change tout. Et enfin, peut-être le plus important, y a-t-il des relais, des médias, des personnalités, des intellectuels pour porter la cause sur la place publique? Ce point sur le cadre juridique, il est vraiment fondamental. Quand le droit de manifester est protégé par la loi, par exemple, ça ne fait pas que protéger les participants, ça légitime l'action elle-même. Ça permet au mouvement de s'organiser sur le long terme, d'éviter de s'épuiser ou, à l'inverse, de tomber dans une radicalisation stérile. Et pour que tout ça devienne limpide, rien de tel qu'un exemple historique. On est en France durant l'hiver 1954, un hiver terrible. Le froid est glacial et la crise du logement est dramatique. Le contexte est là. C'est à ce moment précis qu'une figure morale, l'abbé Pierre, prend la parole sur la radio, le média de masse de l'époque. C'est un relais d'influence incroyable.
Et là, la magie opère. L'impact est monumental. L'appel déclenche ce qu'on a appelé l'insurrection de la bonté. Une vague de solidarité sans précédent qui a complètement débordé les pouvoirs publics et les a forcés à agir. C'est l'exemple parfait. Un contexte de crise, un relais d'influence puissant et une fenêtre d'opportunité politique qui s'ouvre. Tous les éléments étaient alignés. Voilà, si on devait résumer, la solution à notre paradoxe du début tient sur ces 3 grands piliers. 1. Les incitations sélectives, qui rendent l'action rationnelle. 2. Les récompenses symboliques, qui la rendent désirable. Et 3. L'opportunité politique, qui la rend possible. Les 3 sont indispensables. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, revenons à notre question de départ. Finalement, qu'est-ce qui nous motive à nous bouger ensemble alors que la logique la plus simple voudrait qu'on reste tranquillement à la maison? La réponse, c'est que ce n'est jamais une seule chose. L'action collective, c'est une alchimie complexe entre des intérêts bien compris, un besoin profond de s'affirmer et de donner du sens à sa vie, et un contexte favorable qui crée une ouverture. C'est un peu la rencontre entre des parcours individuels et le grand cours de l'histoire. Et ça nous laisse avec une dernière question, pour aujourd'hui. Dans notre monde actuel, avec ses propres crises, ses nouveaux outils de mobilisation comme les réseaux sociaux, lequel de ces 3 moteurs vous semble le plus puissant? Est-ce que ce sont les incitations, la quête de sens ou le contexte politique qui pèse le plus lourd dans la balance? La question reste ouverte.